Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog MathOS. La présente vidéo fait partie d'une séquence qui en compte 6, toutes consacrées à la résolution d'exercices de trigonométrie. Dans ce 4e épisode, nous allons aborder quelques questions relatives aux formules de transformation de somme en produit et de produit en somme. Pour commencer, rappelons de quoi il s'agit. Les formules d'addition ont été vues dans la vidéo de cours numéro 2, puis illustrées par quelques exemples dans la 3e vidéo d'exercice. Ces formules peuvent être présentées de différentes manières. Sous cette première forme, elles permettent de passer d'une somme à un produit, c'est-à-dire de factoriser, ce qui est notamment utile pour déterminer le signe d'une expression, ou savoir dans quelles conditions elle s'annule. Et sous cette seconde forme, elles permettent inversement de passer d'un produit à une somme, autrement dit, de linéariser une expression trigonométrique simple. Ceci étant rappelé, passons aux énoncés. Énoncé numéro 1. On demande de calculer l'intégrale suivante. Les primitives ne sont pas directement accessibles sous cette forme et on a intérêt à remplacer ce produit par une expression plus appropriée. Cet exercice constitue une application immédiate de l'une des formules signalées plus haut. Énoncé numéro 2. On considère ici l'application petit f de R dans R qui à x associe sinus x plus un tiers de sinus 3x. On demande d'en étudier les variations et de tracer son graphe, en précisant les éventuelles symétries ainsi que les points d'inflexion s'il y a lieu. Énoncé numéro 3. Cette expression intervient dans différents contextes. On en reparlera d'ailleurs dans l'un des exercices du 6e et dernier épisode de cette séquence. Il s'agit du célèbre noyau de Dirichlet, qui apparaît notamment à un niveau plus avancé lorsqu'on étudie la question de la convergence des séries de Fourier. L'objectif est ici d'établir une formule explicite pour dn de x. Deux approches sont proposées. L'une, quelque peu parachutée, propose de multiplier par le sinus de x sur 2 et d'observer une simplification. L'autre, plus naturelle, passe par un calcul dans le champ complexe. À présent, je vous recommande de mettre la vidéo en pause et de vous concentrer le temps nécessaire sur le premier énoncé. On se retrouve juste après. Afin de calculer l'intégrale, on va transformer le produit sinus x cosinus 5x en une somme. Autrement dit, on va linéariser cette expression trigonométrique. On se sert pour cela de la formule générale sinus a cosinus b égale 1/2 de sinus a plus b plus sinus a moins b, dans laquelle on remplace simplement a par 2x et b par 5x, ce qui donne ceci compte tenu de l'imparité du sinus. Ensuite, la primitivation devient facile et l'on trouve que l'intégrale proposée vaut racine de 3 sur 28 moins 2/21. On passe à l'énoncé numéro 2 et on se donne le temps d'y réfléchir. L'application f, qui à x fait correspondre sinus x plus un tiers de sinus 3x, est impair et 2π périodique, ce qui permet déjà d'en limiter l'étude à l'intervalle 0π. En outre, pour tout x réel, f de π moins x est égal à sinus π moins x plus un tiers de sinus 3π moins 3x. Or, on sait que sinus π moins t est égal à sinus t pour tout t réel, ce qui montre que f de π moins x est égal à f de x. Ainsi, le graphe de f présente une symétrie par rapport à la droite d'équation x égale π sur 2. Et finalement, on peut se contenter d'étudier f sur le segment 0π sur 2, puis de compléter la courbe obtenue par symétrie par rapport à cette droite, puis par symétrie centrale de centre l'origine, puis enfin par des translations de vecteurs 2κπ 0 pour tout cas entier. Ces considérations rappellent fortement la résolution de l'exercice 1 dans la vidéo numéro 2. Mais la question plus centrale ici est celle des variations de f. On calcule donc sa dérivée et l'on trouve pour tout x, f' de x égale cosinus x plus cosinus 3x. Et pour connaître le signe de cette dérivée, on va transformer cette somme en produit, ce qui donne 2 cosinus 2x cosinus x. Lorsque x appartient à l'intervalle 0π sur 2, ce facteur est positif, tandis que celui-là reste positif tant que x est entre 0 et π sur 4, s'annule pour x égale π sur 4, puis devient négatif dans la deuxième moitié de l'intervalle.
Il s'ensuit que f est croissante sur 0π sur 4, atteint un maximum en π sur 4, puis décroît ensuite. On peut chercher d'éventuels points d'inflexion pour le graphe de f en calculant la dérivée seconde. Pour tout x réel, f seconde de x est égal à moins sinus x moins 3 sinus 3x, et en développant, on trouve finalement 2 sinus x facteur de 6 sinus carré x moins 5. En examinant dans quelles conditions cette dérivée seconde s'annule en changeant de signe, on détecte 2 points d'inflexion dans l'intervalle 0π sur 2, à savoir les points d'abscisse 0 et arc sinus de 5/6 qu'on va noter simplement alpha. Tous ces éléments permettent de construire le graphe de la restriction de f à 0π sur 2, puis, comme expliqué plus haut, d'en déduire le graphe en entier. On peut à présent passer au troisième exercice. Conformément à ce que suggère l'énoncé, on commence par s'intéresser à l'expression sinus x sur 2 que multiplie dn de x, c'est-à-dire à la somme sigma pour k de 1 jusqu'à n des sinus x sur 2 cosinus kx. On comprend l'intérêt de l'indication en transformant ce produit en une somme. On obtient en effet 1/2 de la somme des sinus de k plus 1/2 x moins sinus de k moins 1/2 x. Somme qui se télescope pour donner simplement 1/2 facteur de sinus n plus 1/2 x moins sinus x sur 2. Par conséquent, si x n'est pas multiple de 2π, ce qui assure la non-nullité de sinus x sur 2, eh bien on peut diviser pour obtenir dn de x égale sinus de n plus 1/2 x sur 2 sinus x sur 2 moins 1/2. Et bien entendu, dn de x égale n si x est multiple de 2π, puisque dans ce cas, les cosinus valent tous 1. Voyons maintenant comment on peut aboutir à cette formule de manière nettement plus naturelle, ce qu'on devra payer comme d'habitude par un surcroît de technicité. L'idée est de considérer le cosinus de kx comme étant la partie réelle de l'exponentielle de ikx. Et comme une somme de parties réelles est égale à la partie réelle de la somme, on s'intéresse temporairement à gn de x égale sigma pour k de 1 jusqu'à n des exponentielles ikx. Et l'on reconnaît là, grâce à la formule de Moivre, une somme géométrique de raisons exponentielle ikx. Si cette exponentielle de ikx est différente de 1, c'est-à-dire si x n'est pas multiple de 2π, alors d'après la formule des sommes géométriques, gn de x peut se mettre sous la forme suivante. Et on va maintenant équilibrer ces deux différences. Pour la première, on met l'exponentielle de inx sur 2 en facteur, ce qui donne 1 moins exponentielle inx égale à moins 2i sinus nx sur 2 exponentielle de inx sur 2. Et pour la seconde, eh bien c'est la même chose, sauf que n égale 1, ce qui permet d'écrire 1 moins exponentielle ix égale moins 2i sinus x sur 2 exponentielle de ix sur 2. Par conséquent, en reportant dans l'expression précédente, on obtient, pour gn de x, exponentielle ix que multiplie exponentielle de inx sur 2 divisé par exponentielle ix, multiplié par le quotient de ces deux sinus. Et on simplifie alors cette première fraction, qui se réduit à l'exponentielle de i n plus 1 x sur 2. Il ne reste donc plus qu'à récupérer la partie réelle, pour obtenir, toujours sous l'hypothèse que x est non multiple de 2π, dn de x égale sinus nx sur 2 cosinus n plus 1 x sur 2, le tout divisé par sinus x sur 2. Cette expression n'est pas formellement identique à celle que nous avions obtenue antérieurement, mais il suffit de transformer ce produit en somme pour retomber sur nos pattes. Et voilà. Pour information, cette expression, dn de x, est connue sous le nom de noyau de Dirichlet. Elle intervient notamment en théorie de Fourier. On peut montrer que si f de R dans R est dérivable et 2π périodique, alors en définissant les coefficients de Fourier de f par les deux formules suivantes, la série de Fourier de f converge en tout point vers f. C'est-à-dire qu'on a pour tout réel x l'égalité remarquable f de x égale a0 sur 2 plus la somme de la série de 1 à l'infini des an cosinus nx plus bn sinus nx.
La preuve de ce résultat, qui ne sera pas détaillé ici, fait intervenir ce qu'on appelle le lemme de Riemann-Lebesgue en combinaison avec ce fameux noyau de Dirichlet. Bref, tout cela pour vous dire que ce troisième exercice n'était pas purement anecdotique, mais au contraire relié à des questions plus profondes et d'une grande importance en mathématiques. J'espère que ce quatrième volet consacré à des exercices de trigonométrie vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous très bientôt sur cette même chaîne pour d'autres exposés ou exercices commentés.